Bonsoir et bienvenue à toutes et tous. L'équipe de Bruxelles Laïque est ravie de vous retrouver pour ce débat de notre campagne Sécurité et liberté, faut-il choisir? Suite à l'annulation du Festival des libertés, nous vous proposons depuis le mois d'octobre de nous retrouver tous les jeudis, ou presque tous les jeudis, dans nos locaux, dont on avait transformé en studio, pour aborder des questions de fond, des questions d'actualité ou des questions plus anciennes, telles que les frontières et les migrations, l'usage des données numériques, l'armée et la police, la sécurité sociale, l'autodéfense féministe et bien d'autres choses encore. Je vous invite d'ailleurs à regarder notre programme sur le site de Bruxelles Laïque, de même que vous pourrez retrouver les anciennes vidéos de ces débats sur notre chaîne YouTube du Festival des libertés. La page Facebook permet également de se tenir au courant des activités passées et futures. Nous clôturerons ce débat en musique, comme nous l'avons l'habitude de faire, pour soutenir le secteur artistique à notre manière et à notre échelle. Cette fois, nous aborderons les rivages de l'improvisation et de l'expérimentation avec le groupe expérimental Pilote, mais je vous en dirai un mot à la fin de ce débat. Et je me tourne vers mes intervenants et que je remercie d'être présents ce soir. À ma droite, Margot Doré, vous êtes députée bruxelloise écolo, oui, entrepreneur empêché par votre mandat, experte numérique et féministe. Vous portez au Parlement, mais également dans l'espace public, une attention particulière à la transition numérique, au cyberharcèlement et à l'éducation aux médias. Merci de votre présence. Merci pour votre invitation. Nicolas Thirion, à ma gauche. Bonjour. Vous êtes professeur ordinaire à la faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie de l'Université de Liège. Vous y assurez des enseignements et de la recherche dans le domaine du droit économique et la théorie du droit. Merci. Merci. Florent Gessel, bonjour et merci. Vous êtes professeur de droit privé à l'Université de Lorraine. Vous êtes également co-titulaire de la chaire Digital Gouvernance et Souveraineté de Sciences Po. Vos recherches actuelles concernent l'économie numérique, l'usage des données et les problèmes juridiques singuliers, particuliers que cette économie pose. Charles Girard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en philosophie politique à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Vous êtes notamment l'auteur de l'ouvrage Délibéré entre égaux, le dernier en tout cas en date. Vos recherches s'inscrivent en philosophie politique, du droit et des sciences sociales, et plus particulièrement sur les théories de la démocratie et les droits fondamentaux. Vous conduisez actuellement un programme de recherche pluridisciplinaire sur la liberté d'expression et l'égalité de participation. Merci de votre présence. Bonsoir. Je vais introduire maintenant le débat. Ce soir, nous allons parler de la liberté d'expression et de la sécurité d'expression et qu'est-ce que ce lien peut se faire entre liberté et sécurité d'expression. Et comment ne pas tomber dans ce qu'on appelle la censure, de même que la liberté d'expression d'une parole doit-elle être nécessairement suivie de sa publication. Autant de questions que notre époque très connectée se pose avec passion et avec parfois virulence. Nos espaces numériques privatisés ont-ils changé la donne? Tentons de tirer quelques enseignements à partir du droit, de la philosophie politique, de la parole citoyenne. L'évolution des pratiques que nous observons depuis une dizaine d'années, liées aux réseaux sociaux notamment, mais pas seulement, pose la question pour les institutions, pour les groupes, pour les militants, pour toute personne qui pense que la loi de la jungle ne doit pas dominer, qui lutte contre les discriminations ou encore l'extrême droite. Et toutes ces questions nous imposent de sortir d'un schéma binaire. En tout cas, c'est la prémisse de ce débat. Donc un premier tour de parole va essayer de poser clairement la question de la liberté d'expression. Et après, nous allons nous poser la question de la liberté d'expression en contexte, on est dans un espace numérique. Et enfin, en troisième partie, nous nous poserons la question de la question du bannissement de Trump sur Twitter. Donc restez jusqu'au bout, ça risque d'être passionnant. Et donc je me tourne vers vous, Charles Girard, pour nous donner quelques éléments clés de ce que peut être la liberté d'expression et notamment pour vous orienter dans cette tâche qui est quand même, cette question qui est quand même relativement vaste, je l'admets, la question par exemple de la théorie libérale du marché des idées. Donc peut-être s'orienter sur la question de la liberté d'expression en prenant comme point de départ ou comme point d'aboutissement, je vous laisse à votre argumentaire, mais sur cette question de les idées
en débat dans l'espace public sont en concurrence. On entend beaucoup ça dans l'espace public. Donc, je vous laisse la parole maintenant pour peut-être développer ce point. Merci. Oui, la liberté d'expression, c'est avant tout un principe juridique et politique. C'est un principe ancien qui a des sources philosophiques à la fois anciennes et plurielles, parfois un peu contradictoires, qui remontent au moins au XVIIe siècle, et qui trouvent des formulations juridiques qui sont évidemment variables, parfois assez nettement différentes, d'un contexte juridique à l'autre, et puis d'une époque à l'autre. Donc la libre communication des pensées et des opinions n'est pas, dans la tradition française, n'est pas la même chose que le free speech dans la tradition états-unienne. La liberté d'expression dans les grands textes internationaux des droits de l'homme du XXe siècle peut avoir encore des significations variables. Et donc à chaque fois, on a des textes qui sont différents, des institutions qui sont différentes, des pratiques qui sont différentes. Donc il ne faut pas rigidifier ou absolutiser ce dont on parle. Et en même temps, il y a quelque chose comme un principe commun qu'on retrouve à peu près toujours, qui est l'idée que la communication des pensées, des opinions, et on dit aussi désormais des informations, doit être libre. C'est-à-dire qu'elle doit être protégée contre la censure étatique. L'État ne doit pas, au nom d'une église ou d'un camp politique ou d'un dogme moral ou métaphysique particulier, intervenir dans cette communication des idées. On peut la penser sur le mode de l'échange marchand, comme dans la métaphore qui date du XXe siècle, du marché des idées. On peut la penser sur le mode de l'affrontement, plutôt agonistique, comme c'est le cas chez John Stuart Mill, ou déjà au XVIIe siècle chez le philosophe anglais John Milton. Il y a différentes manières de concevoir ce à quoi devrait ressembler ou ressemble cette communication publique des idées. Mais à chaque fois, pour des raisons qui sont multiples, le principe de la liberté d'expression insiste sur le fait que l'État ne devrait pas biaiser de façon partiale et arbitraire ces échanges de pensées et d'informations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite, bien sûr. Dans tous les ordres juridiques et à toutes les époques, et dans presque toutes les théories philosophiques de la liberté d'expression, on admet que la diffamation, les menaces, la révélation de secrets protégés, etc., peut être sanctionnée ou doit être sanctionnée. Mais à chaque fois, on parle d'actions qui font autre chose ou qui ne font pas seulement que communiquer des idées et des opinions. C'est la censure d'idées et d'opinions du fait de leur contenu qui paraît antithétique avec le principe de la liberté d'expression. Et ça a des justifications philosophiques qui peuvent être multiples, qui sont liées à l'idée que c'est une condition du développement de l'autonomie des individus, c'est une condition de la recherche collective de la vérité, et puis aussi évidemment du débat public et donc de la politique démocratique plus généralement. Merci. Vous avez bien parlé de contenu et également quelque part, on se rend compte que la liberté d'expression n'est pas une liberté infinie. Donc, que pouvez-vous nous dire sur la question des limites qu'on pose à cette liberté? Comment elle peut être instrumentalisée aussi, et la manière dont cette limite se retrouve dans les discours de haine. Vous avez beaucoup étudié cette question des discours de haine et comment est-ce qu'on peut juger qu'un propos est jugé au-delà de la liberté d'expression? Alors oui, il y a au moins par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a au moins deux grandes évolutions ou transformations dans la manière dont on pense la liberté d'expression et dont elle s'instancie juridiquement et politiquement au cours des décennies précédentes, tout au long du XXe siècle notamment. La première, c'est celle à laquelle vous venez de faire allusion, c'est une forme d'élargissement des catégories admises de discours punissables. Donc l'apparition, l'identification de nouvelles formes de limites à la liberté d'expression. De la même manière qu'il y a aussi disparition progressive ou atténuation d'autres limites. Le blasphème tend, pas partout et pas complètement, mais a tendu à s'effacer au cours des 2 derniers siècles dans les démocraties constitutionnelles, dans nombre d'entre elles en tout cas. Donc certains délits disparaissent. Mais ce qu'on voit apparaître de manière très forte dans la plupart des démocraties libérales, avec l'exception des États-Unis, à partir des années 60, disons, et là encore, c'est sous l'influence du droit international des droits de l'homme notamment, c'est de nouvelles limites au discours, à l'expression autorisée, qui en gros se construisent à partir de la sanction de l'incitation à la haine raciste, qui peut être pensée comme incitation à la haine, incitation à l'hostilité, incitation à la violence, à l'égard de catégories de la population qui sont identifiées par un critère de type raciste, qui peut parfois mobiliser la nation, la religion, l'ethnie,
la supposée race biologique, mais qui en gros est une construction du discours raciste. Et donc c'est au nom de l'égalité des personnes, de la dignité des personnes aussi, qu'on a vu apparaître et s'installer dans la plupart des régimes qui protègent sur le plan constitutionnel la liberté d'expression, cette nouvelle forme de limite. Ce qui évidemment suscite un défi qui est de construire ce type d'interdiction d'une manière qui ménage malgré tout le refus général, même s'il peut y avoir des exceptions sur des points précis, de ce qu'on appelle le délit d'opinion. C'est-à-dire sur le fait de punir non pas l'expression de pensée, qu'elles soient racistes, même si elles sont racistes, mais un type d'action qui est autre chose que simplement l'expression de pensée. Ce qui est puni généralement, et c'est très clair dans les formulations notamment du droit français, c'est l'incitation à la haine raciste. Donc les critiques qui dénoncent souvent ce type de mesures légales comme des formes de délit d'opinion vont trop vite. Mais pour maintenir la différence, ça suppose qu'on soit très attentif à la manière dont on construit, dont on développe ce type de disposition légale, qui a été étendu dans plusieurs pays, mais pas partout, non seulement au discours raciste, mais aussi par exemple au discours sexiste, homophobe ou visant les personnes handicapées. Donc, ce que vous voulez dire, c'est vraiment la conséquence de l'acte, la conséquence de la parole, c'est ce qu'on appelle l'effet perlocutoire ou performatif. C'est véritablement ça qui est au cœur du jugement. Alors, il y a différentes manières de le décrire, en fait. On peut essayer, certains philosophes essayent, et c'est disputé, c'est plus ou moins convaincant selon les cas, de penser ce que font les discours à partir d'une théorie du langage comme celle de John Austin, qui distingue en gros la dimension locutoire du langage, le contenu de ce qui est dit quand je formule quelque chose, sa dimension illocutoire, les effets que cela produit, et sa dimension perlocutoire, c'est-à-dire pas les effets que cela produit, mais le type d'action que j'accomplis aussi en parlant. Par exemple, promettre, c'est la dimension perlocutoire d'une phrase comme « je vous promets de répondre à votre question ». On n'a pas forcément besoin de mobiliser ce type de théorie pour penser la sanction des discours racistes ou de ce qu'on appelle plus généralement, mais la formule est un peu ambiguë et pas très bien formée, des discours de haine. Il y a plein de manières différentes de justifier leur interdiction. Et on peut insister sur leurs effets, comme on peut insister sur leurs effets indirects, sur le fait que ça peut effectivement inciter, que des discours de haine peuvent induire des crimes de haine, etc. Ou on peut insister sur le type d'action qui est commis, indépendamment des effets produits. Mais ça rend la justification légale un peu plus périlleuse, je pense. Ok, merci. Je me tourne vers mes autres intervenants et je me tourne vers vous, Margot Doré, sur ce que vous venez d'entendre et sur cette expression liberté et sécurité d'expression. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, je voudrais réagir sur ce que monsieur a dit, notamment sur le côté un peu... pas figé des questions de liberté d'expression et le fait que forcément aux États-Unis la conception est différente que l'Europe, qui est différente peut-être que l'Asie ou d'autres variantes, même parfois à l'intérieur d'un même pays. Si on regarde même ici en Belgique entre la Flandre et l'espace francophone, les débats ne se posent pas exactement dans les mêmes termes. La façon dont certaines idées sont débattues est totalement différente. Je pense par exemple à la question de cordon sanitaire qui existe très fort du côté francophone mais n'existe plus vraiment du côté néerlandophone. Vous pouvez rappeler pour nos compatriotes français, c'est donc intéressant. Oui, donc le cordon sanitaire, c'est le fait de ne pas laisser accès aux partis politiques d'extrême droite, notamment d'extrême en général, aux médias. Et donc, par exemple, le Vlaams Belang que nous avons ici n'a pas accès aux médias francophones à ce jour, ou en tout cas, c'est de temps en temps redébattu, mais c'est censé être le concept de base. Et ce concept, en Flandre, n'existe pas. Ils sont invités sur des plateaux télé, ils participent à des débats. Mais donc tout ça montre qu'en fait les règles et les conceptions sont différentes. Et ici, dans le cadre de tout ce qui est numérique, monde virtuel, etc., là on est sur un réseau qui est global en fait, un Internet global qui est géré par des sociétés qui ont un certain monopole et qui donc doivent transposer des conceptions de liberté d'expression qui sont différentes en fonction des pays. Et donc je crois que c'est un des nœuds du problème. La deuxième chose que je trouve qui est très intéressante dans ce que monsieur a dit, c'est sur la question des définitions. C'est quelque chose qui revient très souvent, c'est que définir les phénomènes, par exemple, de haine en ligne, et même de haine, disons, réelle, dans la vraie vie, disons, est quelque chose de compliqué, de délicat, et que, du coup, il est très, très important que ces concepts puissent être étudiés, être analysés, et qu'ils soient
à certains moments couler aussi dans des textes législatifs qui permettent de ne pas justement avoir des cas où sans aucune loi sur lesquelles se reposer, on irait trop loin ou on irait au contraire pas assez loin. Tu as fait une bonne transition pour mes deux juristes sur le plateau, donc je me tourne maintenant vers Florent Gessel sur ce que vous avez entendu et sur justement cette conception plus juridique peut-être de la conception de la liberté d'expression. Oui, pour rebondir sur ce qui a déjà été dit et pour cette comparaison qu'on fait fréquemment entre la France, enfin, plus largement l'Europe, mais la France et les États-Unis, je me bornerai à peut-être deux remarques ou deux précisions. La première, c'est que, comme ça a déjà été dit il y a quelques minutes, les Américains ont une conception peut-être beaucoup plus vaste et plus large que nous de la liberté d'expression, où souvent tout va se retrouver réduit à une question de point de vue, et l'idée est que l'on doit absolument faire respecter tous les points de vue et permettre à chacun de les exprimer. Et ça va assez loin. Je trouve qu'il y a cette notion qui a émergé au début du mandat de Trump, comme il vient de s'achever, on y repense, cette idée de alternative facts. Vous n'avez pas de choses qui sont fausses, vous n'avez pas d'affirmations fausses, vous aviez simplement des faits alternatifs. Et je trouve que ça exprime bien cette idée que finalement, après tout est une question de point de vue, et donc il faut faire respecter la diversité des points de vue. Et cela explique assez largement qu'on n'imaginerait pas aux États-Unis d'adopter des lois qui, comme chez nous, viennent incriminer le négationnisme, viennent incriminer le fait de propager des fausses nouvelles, etc. Et ça, c'est, me semble-t-il, un point assez important parce que nous admettons, paradoxalement ou non, plus de restrictions à cette liberté de discours, tout en, et ça c'est ma seconde remarque, tout en permettant à cette liberté d'expression d'être opposée à bien davantage d'acteurs chez nous que ce n'est le cas aux États-Unis. On vient de le voir avec ce qu'on a appelé le Trump ban, enfin ce qu'on appelle en français maintenant la déplatformisation de Donald Trump, puisque, comme ça a été beaucoup dit, le premier amendement à la Constitution des États-Unis n'est pas opposable à un acteur privé comme Twitter. La liberté d'expression qui est protégée par le premier amendement, elle est protégée contre l'intrusion, contre l'action de l'État fédéral, des États, mais pas opposable à l'intervention d'acteurs privés qui interviennent sur une architecture qui leur appartient. Et donc ça, c'est là encore un point de différence assez net et qui a beaucoup d'impact en fait aujourd'hui dans les débats qu'on peut avoir sur la liberté d'expression en ligne. Merci. Je me tourne vers Nicolas Thirion. Une remarque par rapport à ce que vous avez entendu et une réflexion. Oui, peut-être deux remarques pour l'essentiel qui sont liées justement à la comparaison entre la situation américaine et la situation européenne. Et c'est vrai qu'il y a deux discours qui pourraient être tenus à ce propos et qui sont finalement, je crois, aussi réducteurs l'un que l'autre. C'est d'insister de façon, à mon avis, trop excessive sur la différence des systèmes, et l'autre extrême, évidemment, qui consisterait à vouloir dire qu'en réalité, on arrive grosso modo à des résultats similaires, ce qui n'est pas le cas. Mais néanmoins, ce qui est intéressant de noter dans la différence d'approche, c'est précisément cette distinction austinienne, ou en tout cas cette distinction en philosophie du langage, entre ce qui relèverait du discours pur, de l'énoncé pur, de l'énoncé linguistique pur, et ce qui, d'une certaine façon, est déjà un acte. Et en particulier, qu'est-ce qu'un acte ? C'est, selon la jurisprudence de la Cour suprême américaine, c'est grosso modo un discours qui va immédiatement créer un trouble imminent ou un risque de trouble imminent à l'ordre public ou à la sécurité. Et donc, en réalité, si vous voulez, il est très facile de dire que ce type de discours
ne bénéficie pas de la protection du premier amendement parce que ce n'est pas un énoncé linguistique, ou en tout cas, ce n'est pas uniquement un énoncé linguistique. C'est aussi un acte. Et c'est ce qui permet notamment, dans le domaine de certains discours de haine, mais pas tous, ou ce qui permet à propos notamment de catégories comme l'obscénité, ce qui permet à la Cour suprême, par exemple, bien entendu, de considérer que n'est pas inconstitutionnelle telle législation qui, par exemple, viendrait réduire les subventions accordées, par exemple, à un artiste ou qui viendrait à les lui supprimer en raison du fait que l'œuvre qu'il expose ou que l'exposition qui est consacrée à cet artiste montrerait en particulier des œuvres qui relèveraient de la catégorie de l'obscénité. Donc, je crois qu'en tout cas du côté américain, du côté en tout cas de la discussion sur les arrêts de la Cour suprême, aussi bien par des juristes que par des philosophes comme Judith Butler en particulier, il y a quand même une insistance, y compris par les juges de la Cour suprême, donnée à l'idée que, au fond, ce qui ne relève pas de la protection du premier amendement, puisqu'il y a des catégories de discours qui ne relèvent pas du premier amendement, ce sont des énoncés qui, en quelque sorte, ont une portée extra-linguistique. Alors évidemment, toute la discussion qui se pose entre arrêt de la Cour suprême et la doctrine qui la commente, donc les professeurs de droit qui la commentent, c'est qu'est-ce que c'est que cette portée extralinguistique qui va justifier qu'on puisse ou pas exclure un discours de la protection du premier amendement. Et il me semble que, de nouveau dans la tripartition d'Austin, en tout cas telle qu'on peut grosso modo la synthétiser, au fond, il faut que l'acte de langage qui est porté devant la Cour suprême ait un effet illocutoire, c'est-à-dire qu'il réalise automatiquement dans la réalité quelque chose que l'auteur de cet énoncé attendait de ce discours. Et que si un discours n'a qu'un effet perlocutoire, c'est-à-dire s'il a un certain effet, mais qui n'est pas un effet immédiat, qui n'est pas un effet performatif, là, c'est un discours qui continue de bénéficier de la protection du premier amendement. Alors, juste un exemple, pour montrer la difficulté alors de définir ou de séparer concrètement ce qu'est un énoncé avec un effet ou une dimension illocutoire et une dimension perlocutoire, c'est tout simplement un énoncé haineux qui n'appelle pas éventuellement à la, je ne sais pas moi, à l'assassinat d'une certaine catégorie de la population, mais qui se contente, si l'on peut dire, d'être un énoncé haineux, un énoncé raciste, un énoncé sexiste, un énoncé homophobe. Pour la Cour suprême, si je me ramène à ces arrêts, il me semble que le simple fait de présenter une vision du monde où, par exemple, certaines catégories de la population seraient considérées comme moins importantes ou inférieures à d'autres, en tant que telles, n'a pas une dimension illocutoire qui crée immédiatement un danger imminent. Par contre, pour certaines juristes, et notamment dans le domaine du féminisme, Catherine McKinnon, vous avez cette juriste qui dit que, par exemple, le maintien de la pornographie, et en particulier de la pornographie hétérosexuelle, en tant qu'elle, souvent, elle se fonde et elle conduit à assurer la répercussion d'une certaine vision des rapports entre les sexes, eh bien, pour cette juriste, par exemple, la pornographie a d'emblée un effet illocutoire, crée, ou en tout cas entérine dans la réalité le maintien d'une inégalité entre les sexes. Et donc, si vous voulez, il me semble qu'au niveau de la doctrine américaine et de la jurisprudence américaine, il y a quand même une attention qui est portée à cette dimension acte de langage, effet illocutoire ou effet perlocutoire. Et dans ces traditions américaines aussi, je rappelle, ce qui est un peu différent du droit européen, ou en tout cas des droits européens, parce que le droit est une partie constitutive de l'identité américaine. Au fond, il y a une sorte de récit historique des États-Unis fondé sur la suprématie du droit, etc. etc. Et donc, cette idée de marché des idées, qui pourrait nous apparaître comme une vision très typée, très idéologiquement typée, est en vérité
constitutive de ce récit national, puisque vous avez un certain nombre d'intellectuels américains qui ne passent pas du tout pour être des libéraux économiques, tels Noam Chomsky, qui défendent une conception très extensive de la liberté d'expression au nom de cette idée du marché des idées. Donc, ce n'est pas non plus une vision qui est, me semble-t-il, idéologiquement marquée à droite ou à gauche. Merci. Ça me fait penser, je me retourne vers vous, Margot Zory, parce qu'il y a quand même, il me semble, une porosité entre les débats américains et européens, si on rejoue cette partition-là, sur la question de la sécurité d'expression. Je dis sécurité d'expression au sens où, elle avait cité Judith Butler, j'ai retrouvé une citation où elle dit « Là où on aurait pu voir un problème concernant la liberté d'expression, on voit désormais un problème de défense de l'égalité réelle. » Et je poursuis avec le philosophe Jocelyn McClure qui estime que les discours haineux peuvent exercer un effet pervers sur la liberté d'expression en inhibant la communication des personnes attaquées. Comment est-ce que vous entendez ces énoncés-là et dans votre pratique peut-être d'élus ou de féministes, justement ? Mais je crois qu'il y a quelque chose en fait qui est très lié à notre époque et au temps que nous vivons par rapport à la question du numérique, qui fait qu'en fait c'est devenu un espace public. Ça a pris de plus en plus de place dans les rapports sociaux, dans les rapports même professionnels, dans les rapports familiaux. Bref, c'est devenu un outil qu'on utilise tout le temps. Et du coup, cet espace virtuel est devenu vraiment une extension du café du coin ou de la salle de conférence de façon assez... finalement, je me souviens moi, des tout premiers débats avec des juristes qui se questionnaient par exemple si un message diffusé sur Facebook était ou pas de l'ordre d'un message public. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était encore... en tout cas après 2010, vers 2013-2014, on parlait déjà de ça, et on voit que maintenant, c'est des questions qui ne se posent plus. Et donc, l'extension comme ça de l'espace public sur les réseaux sociaux et sur le web de façon générale vient avec toute une série de contraintes et surtout de caractéristiques techniques. C'est-à-dire que, pour refaire la comparaison avec le café du coin, il y a beaucoup de composantes quand on est en ligne qui interviennent. Le fait que les messages restent écrits, le fait que c'est beaucoup de correspondance écrite également, le fait que ces messages n'apparaissent pas de façon neutre à nos yeux, qu'ils sont filtrés et agencés en fonction d'algorithmes. Tout ça va rajouter évidemment énormément de contraintes et d'éléments qui font que c'est une nouvelle façon de discuter, d'échanger et de débattre. Et pour en revenir à ce que vous disiez, du coup, ça veut dire qu'il a fallu aussi... un peu se secouer et se dire mais en fait attention, on perd le contrôle de quelque chose parce que ce débat en ligne il a toutes ces spécificités là et qui demande des réponses en fait tout simplement très compliquées pour le coup, des réponses pour pouvoir justement garantir la parole de celles et ceux qui s'y trouvent, parce que du coup quand la parole est limitée, notamment par des mécanismes d'incitation à la haine, par du harcèlement, etc., eh bien, c'est du coup très grave en termes aussi de liberté d'expression, parce que du coup, ce n'est pas un quelconque droit qui vient limiter la liberté d'expression, mais la communauté, les autres, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment problématique. Quand une personne décide de quitter une plateforme sociale parce qu'elle est victime de cyberviolence, elle le fait en se coupant du coup de toute la potentialité sociale de la plateforme, aussi parfois de certaines composantes plus économiques ou professionnelles. Je pense par exemple à des journalistes qui seraient empêchés quelque part d'accéder à de l'information, d'accéder à du débat, parce que voilà, elles sont dans des situations telles qu'elles préfèrent couper un réseau social. Et bien cela, ça devient aussi des répercussions très fortes, quoi. Je veux dire, comparé à mon exemple de base du Café du Commerce, c'est vraiment toute une autre dimension qu'il faut pouvoir vraiment étudier, appréhender. Charles Girard, sur ce lien entre liberté d'expression et ce qu'on pourrait appeler la sécurité d'expression ou sécurité de lecture aussi, d'assister à ces messages, et ce que Jocelyn McClure appelle l'inhibition que ça pourrait entraîner. Alors oui, je vais rebondir sur ce qui a été dit avant, puis je vais en venir à cette question parce que c'est lié. Je ne crois pas du tout, pour ma part, que la frontière pertinente puisse être une frontière entre ce qui serait de la pure parole ou de la pure expression, et puis de la parole ou de l'expression qui agit, qui a des effets illocutoires, parce qu'en fait, toute forme d'expression agit. Parler, essayer de convaincre, essayer de séduire, essayer de dissuader, essayer d'encourager, essayer de stimuler, essayer de rallier, essayer d'amuser, essayer de détendre. Tout ça, toutes ces formes de communication sont des tentatives pour agir sur autrui et sont toujours susceptibles d'agir sur autrui.
Et c'est quelque chose que la Cour suprême américaine en particulier reconnaît depuis longtemps. Déjà en 1919, le juge Oliver Wendell Holmes écrivait « Toute idée formulée est une incitation. Au minimum, si vous prenez la parole en public, vous allez inciter à croire quelque chose ou à ne pas croire quelque chose. » Ce qui veut dire que tout acte d'expression est susceptible d'avoir des effets sur autrui. Et la question du coup ne vient pas est-ce que ça a des effets, mais est-ce que ces effets sont nuisibles ou pas? Et est-ce qu'ils sont nuisibles d'une manière qui suffit à justifier qu'on les limite ou qu'on les restreigne ou qu'on les sanctionne? Et donc, c'est pas l'opposition entre pure parole non efficace et puis parole efficace, c'est vraiment la question de savoir, d'identifier le type d'effet que produit la prise de parole publique sur autrui et de se donner des critères justifiés, non arbitraires, d'intervention en fonction de ces effets. Et de ce point de vue-là, l'un des effets, parmi d'autres, l'un des effets possibles de certaines formes de prise de parole publique, par exemple raciste, c'est aussi de limiter la capacité qu'autrui a de s'exprimer. L'intimidation, la prolifération dans l'espace public de représentations stigmatisantes ou dégradantes de certains groupes ou de certains individus, tout ce qui revient de la menace, du harcèlement, soit direct, soit parfois tendanciellement, s'en rapprochant, créant une forme d'insinuation ou d'intimidation implicite. Tout cela est aussi susceptible de restreindre, pas le droit formel à la libre expression, mais les conditions réelles, les opportunités réelles que chacun ou chacune a pour s'exprimer. Et ça induit c'est pas le seul facteur, mais c'est l'un des facteurs qui induit une transformation vraiment considérable dans la manière générale dont on pense la liberté d'expression. Pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure au début, historiquement, on a pensé le droit à la libre expression comme une protection contre la censure étatique, comme une protection contre l'État. Il s'agissait de créer des garde-fous pour éviter que l'État, au nom d'un dogme ou d'un camp, intervienne et supprime les opinions qui lui paraissaient fausses, dissidentes ou dangereuses. Ce qu'on voit apparaître avec la prise de conscience du danger que les acteurs privés représentent pour l'expression individuelle, par leurs actes, par l'usage qu'ils font de leurs ressources, et parfois par l'usage qu'ils font de leur liberté d'expression. Donc la prise de conscience du fait que autrui, les individus, les entreprises, les institutions, peut aussi menacer ma capacité à m'exprimer, cela conduit à considérer l'État aussi comme un rempart possible pour la liberté d'expression. Cela revient à lui demander, à lui reconnaître non pas simplement une obligation négative de s'abstenir de censurer, mais une obligation positive qui consiste à intervenir activement pour créer la possibilité de s'exprimer, par exemple en assurant l'existence de forums publics, le fait qu'on puisse y accéder. Par exemple aussi, ce qui est distinct, ce qui vient en plus, pour s'assurer que l'accès aux forums publics est réparti de façon suffisamment égale ou équitable, et puis aussi pour nous protéger contre les sources privées ou les sources sociales de la censure, liées à l'utilisation de l'argent, à l'utilisation des autres droits, et aussi à certains usages très spécifiques du droit à la liberté d'expression. Donc ça induit c'est vraiment un retournement de schéma intellectuel, de paradigme, et ça crée évidemment un problème qui est omniprésent, auquel on est sans cesse confronté, notamment dans les exemples que vous avez pris tout à l'heure à propos des réseaux sociaux. Il faut penser la manière dont l'intervention active de l'État pour rendre réel l'accès à l'expression publique ne dérive pas vers une forme de retour à la censure étatique. Donc, il s'agit de penser des formes d'intervention de l'État dans l'expression publique qui visent à rendre réel et pas simplement formel le droit à la libre expression, mais qui ne passent pas ou qui passent de manière non arbitraire par des restrictions de la liberté d'expression. Florent Gessel, sur ce qui vient d'être dit. Le micro, peut-être, je crois qu'il y a... Attendez, je crois qu'il y a un problème de micro. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon maintenant, oui, merci. Oui, j'étais en train de dire que je trouve extrêmement intéressant cette remarque et ce bouleversement qui est en train de se produire avec des attentes envers l'État qui sont maintenant relativement différentes. Et là, je reviendrai bien à cette question de cette liberté que représentait l'Internet des débuts et cet espoir d'émancipation et d'affranchissement que la vie en réseau a représenté au début des années 90. Parce que c'était la libération face à l'État à l'époque. C'était véritablement rejoindre des espaces
dans lesquels le contrôle étatique, l'emprise étatique n'existe pas ou presque pas. Et de fait, aujourd'hui, nous sommes des années plus tard, nous avons vu depuis une quinzaine d'années émerger des acteurs qui sont des acteurs privés, mais qui en sont venus à dominer le réseau d'une manière absolument inédite, qui vraiment aujourd'hui exerce une forme de superpuissance sur le réseau. Et ce qui est très intéressant et qui rejoint peut-être d'une autre façon, mais ce qui vient d'être dit, c'est que finalement, aujourd'hui, face à cette superpuissance d'acteurs privés, on se tourne vers l'État en se disant peut-être que finalement, face à ce que nous venons de vivre comme une forme de censure exercée par un acteur privé, peut-être que l'État peut jouer un rôle, cette fois-ci, de garde-fou et non plus de censeur lui-même, pour nous permettre de nous exprimer librement dans de bonnes conditions et pour, d'une manière ou d'une autre, organiser les conditions du débat au sein de ces espaces que l'on peut ou non qualifier d'ailleurs de forum public, parce qu'il y a cette discussion sur le point de savoir quel est le statut de ces comptes que nous avons sur les réseaux sociaux et de ces comptes que certains élus, certains personnages publics ont sur les réseaux sociaux. C'est une discussion qui est aujourd'hui en cours aux États-Unis et on pourra bien évidemment approfondir sur ce point, mais il est vrai que le compte de Donald Trump, pour ne citer que lui, sur Twitter, a un statut spécial, a fortiori lorsque celui-ci s'exprime en qualité de président des États-Unis. Et bien évidemment, la qualification juridique que l'on va donner à cet espace, on a parlé de forum public, d'espace public, eh bien, elle est particulière et elle n'est peut-être pas celle que l'on donnera à votre compte Twitter ou au mien. Et bien évidemment, tout cela relève de régimes qui, à mon avis, reste encore très largement à inventer. Merci beaucoup pour cette intervention. Et le mot a été cité plusieurs fois, le mot censure. Et je voudrais l'aborder en reprenant une phrase qu'elle soit en français ou en anglais, qui a fait quand même fleurir sur les réseaux sociaux aussi et au-delà. C'est « Freedom of speech is not freedom of reach ». Donc en français, c'est « la liberté d'expression n'est pas forcément la liberté d'accès ou la liberté de diffusion ». C'est notamment un discours du comédien Sacha Baron Cohen, où il évoquait le fait que la liberté d'expression n'est pas la liberté d'accès, justement. Et il regrettait qu'effectivement, il y aurait toujours des racistes, des misogynes, des antisémites, des abuseurs d'enfants, etc. Mais, disait-il, je pense que nous pourrions tous convenir que nous ne devrions pas donner aux bigots, donc aux fanatiques, et aux pédophiles une plateforme libre pour amplifier leurs opinions et cibler leurs victimes. Ce qu'il y a derrière, à mon avis, c'est derrière cette citation qui a été faite et derrière cette expression de la liberté d'expression n'est pas la liberté de diffusion, c'est que des institutions ont une ligne éditoriale. Donc on viendra aux plateformes et à leur stratégie économique, numérique, etc. particulière, mais je voulais vraiment rester sur cette question de la liberté d'expression en tant que telle et le fait que avoir la liberté d'expression n'est pas forcément quelque chose qui nous empêche de la censurer, quelque part, mais au sens de l'utiliser à bon escient, selon ses objectifs. Par exemple, une institution laïque, par exemple, comme la nôtre, va choisir ses invités, va choisir ce qu'elle met en avant et ce qu'elle ne met pas en avant. Donc c'est dans l'ombre, etc. Et je voulais vous poser cette question de la question de la ligne éditoriale, quelque part. Parce qu'une ligne éditoriale n'est pas de la censure. Donc je voulais peut-être vous faire réagir par rapport à ça, Nicolas Traillon. Oui, je voudrais quand même revenir un tout petit peu à la problématique précédente, parce qu'elle est fort importante. Et c'est d'ailleurs une discussion qui a lieu aussi dans la doctrine américaine, où effectivement, certains reprochent à la Cour suprême d'avoir une vision trop large du premier amendement et de la protection qu'il offre à la liberté d'expression, au motif que sur ce fameux marché des idées, comme il y a effectivement des inégalités, il faut lire le premier amendement en lien avec la fameuse clause d'égale protection, donc qui est au fond l'idée que, en réalité, la liberté d'expression ne va pas non plus sans une certaine, comme le dit Butler, sans une certaine recherche d'égalité. Et alors effectivement, à qui d'autre qu'à l'État
contre lequel pourtant la liberté d'expression a longtemps été invoquée, qui d'autre que l'État pourrait, en quelque sorte, mener ce combat ou cet équilibre entre les deux aspirations. C'est un débat qu'il me paraît intéressant de soulever, tout en montrant les éventuels dangers, à travers notamment certains arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, qui concernent en particulier l'équilibre entre la liberté d'expression et la liberté religieuse. Donc au fond, entre l'article 9 et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et où effectivement, depuis un arrêt déjà ancien, mais qui n'a jamais été jusqu'à présent tout à fait renié par la Cour européenne des droits de l'homme, on a considéré que n'enfreignait pas l'article 10, l'article consacré à la liberté d'expression, le fait, en quelque sorte, de priver de projection un film, une œuvre cinématographique qui effectivement représentait les grands personnages de la foi chrétienne, Jésus, la Vierge Marie, dans des positions grotesques ou dans des positions particulièrement ridicules. Et donc la Cour a considéré que, au fond, la liberté de religion, qui jusqu'à présent avait été conçue comme une forme d'exercice collectif ou privé d'une foi religieuse, impliquait au fond une obligation étatique d'un droit à la jouissance paisible de l'exercice de sa religion, au nom d'un hypothétique équilibre entre, d'une part, la liberté d'expression et, d'autre part, en l'espèce, le respect de certaines confessions, qui en l'occurrence étaient pourtant d'ailleurs majoritaires. Et évidemment qu'une bonne partie de la doctrine, dès 1994 et jusqu'à aujourd'hui, s'est émue d'un tel arrêt qui laisse, semble-t-il, une place particulièrement large et particulièrement, comment dirais-je, avantageuse à une liberté religieuse qui est conçue comme droit du citoyen à demander à ce que l'exercice de sa foi religieuse ne soit pas perturbé par un certain nombre d'expressions offensantes. Ça montre, si vous voulez, que la recherche d'un équilibre entre liberté et sécurité d'expression, ou entre liberté d'expression et autres libertés fondamentales, et le fait de confier cet équilibre à un État, à une organisation étatique, n'est pas toujours, me semble-t-il, gage d'un équilibre réussi ou d'un équilibre non critiquable. Donc il me semble qu'effectivement, on voit, à cause des réseaux sociaux et à cause des réseaux, on voit une prolifération de discours offensants, insultants, contre toute une série de catégories de personnes. Maintenant, la question étant de savoir dans quelle mesure l'État va-t-il pouvoir trouver un équilibre satisfaisant, au sens notamment d'une liberté d'expression qui est quand même garantie et maintenue dans ses principaux traits caractéristiques. Et la censure, ce que vous parlez de censure, en effet, la censure au sens juridique du terme, elle n'est quasiment plus présente de manière générale dans les ordres juridiques démocratiques, à part certaines interventions préventives en matière cinématographique. Mais en gros, la censure au sens juridique du terme, c'est un régime préventif, c'est un régime qui contrôle les discours avant qu'ils puissent être éventuellement diffusés dans le débat public. Ici, nous sommes dans un régime répressif qui est que, au fond, la liberté d'expression implique le droit de dire, mais éventuellement avec le risque, a posteriori, que si votre énoncé contrevient à la loi ou à une règle déterminée, vous puissiez être condamné et vous puissiez être sanctionné pour l'usage illicite que vous faites de votre liberté d'expression. Donc, de manière générale, parler de censure au sens juridique du terme, ça n'a pas beaucoup de sens dans cette perspective. Et a fortiori, évidemment, lorsqu'on parle des diffuseurs, on sait bien qu'effectivement, vous n'allez pas vous offusquer si vous voulez publier une tribune très de gauche au Figaro, si le Figaro vous dit « non, écoutez, bon ». Et à l'inverse, si vous allez à Libé et que vous voulez déposer une chronique très réactionnaire auprès de la rédaction de Libé, ben, vous ne devez pas vous étonner. Donc effectivement, la liberté des diffuseurs d'accepter ou de ne pas accepter de diffuser un contenu ne peut pas s'apparenter en tant que tel à de la censure,
au sens juridique du terme, qui se réduit en tout cas à un contrôle préventif de la diffusion d'une expression déterminée. Cher Girard, sur cette question. Oui, donc, votre question est de savoir si la liberté d'expression se distingue de la liberté éditoriale. Oui et non, elle ne s'y réduit pas. Mais en fait, dans ce qu'on appelle la liberté d'expression, on a une liberté fondamentale qui est un peu une liberté englobante ou valise, qui en comprend plusieurs. Dans la liberté d'expression, aujourd'hui, il y a la liberté de l'individu qui simplement souhaite s'exprimer en public. Mais on pense aussi la liberté de la presse et la liberté éditoriale comme émanant ou dérivant ou faisant partie de la liberté d'expression, comme étant l'une de ses facettes. Et surtout, aujourd'hui, on comprend aussi le droit à l'information, le droit de recevoir des informations et le droit de recevoir des opinions comme étant une composante de la liberté d'expression. C'est ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est ce que dit la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. C'est la manière aussi dont le Conseil constitutionnel en France interprète la Déclaration de 1789. Donc le droit à la liberté d'expression, c'est un droit à s'exprimer, c'est un droit à diffuser, c'est un droit à recevoir des informations, et chacun de ces droits, en fait, peut lui-même être décomposé en une multitude de droits. La plupart des ordres juridiques admettent que la liberté d'expression, pour celui qui parle, qui souhaite parler, c'est aussi le droit de garder le silence, de ne pas se voir obligé à se voir attribuer un discours ou à tenir un discours qu'il ne veut pas tenir. Donc, en fait, il y a une pluralité d'acteurs qui sont en jeu, il y a une pluralité d'intérêts humains qui sont en jeu aussi, et à ces différents acteurs et aux différents intérêts qu'ont ces différents acteurs, il y a différents types d'actions qui correspondent. Ce qui veut dire qu'en gros, que toutes ces libertés ne peuvent être comprises et définies qu'en rapport les unes avec les autres. Donc typiquement, tous ceux qui sont titulaires du droit à la liberté d'expression ne peuvent pas exiger ni de parler au journal de 20h sur une chaîne de grande audience, ni de voir leur tribune publiée dans Le Monde le temps ou le soir, ni d'ailleurs en dehors des médias, de tous pouvoir manifester quand ils le souhaitent sur la principale place publique de la ville où ils se trouvent, et ainsi de suite. Tout le monde ne peut pas être présent et utiliser pour des fins expressives en même temps les espaces de plus grande visibilité publique. Nous sommes en concurrence les uns avec les autres pour y accéder. En tout cas, de nombreux acteurs sont en concurrence les uns avec les autres. Donc, forcément, on ne peut pas inclure dans le droit à la liberté d'expression un droit à voir ses idées diffusées. Donc, aucun intellectuel, aucun journaliste, aucun citoyen n'a le droit à être un commentateur sur LCI ou à discuter d'une émission radiophonique sur France Culture, c'est très clair. En même temps, ça ne veut pas dire que la liberté éditoriale doit être tenue elle-même comme étant illimitée. Tout simplement parce qu'elle est réduite par d'autres considérations. Par exemple, toutes les dispositions légales qui visent à promouvoir le pluralisme dans les médias, la présence d'opinions diverses, relativement représentatives des courants d'idées et d'expression au sein de la société, viennent aussi poser des limites à l'usage que les diffuseurs, les éditeurs au sein des médias, les propriétaires des médias peuvent faire de leurs différentes prérogatives liées à la liberté d'expression. Donc la liberté des éditeurs, elle rencontre aussi une forme de limitation. Et l'une des difficultés dans les controverses publiques auxquelles on est constamment confronté à propos de la liberté d'expression, c'est que chacun invoque sa liberté d'expression de son point de vue en criant à la transgression de la liberté d'expression. Mais en fait, on a une pluralité de droits individuels liés les uns aux autres, différenciés, et qui forcément, s'entrelimitent, doivent être ajustés les uns aux autres. Ce qui suppose d'avoir une vision du type de communication publique qu'on veut avoir, évidemment. Je continue mon tour de parole sur cette question, Margot Doré, si vous voulez réagir. Mais pour peut-être faire le lien du coup avec les plateformes sociales et le web, il y a quelque part aussi sur les plateformes sociales une forme de ligne éditoriale finalement qui est en fait celle juste des conditions d'utilisation. Le fait que certaines... On y viendra, oui. Ah oui, je veux pas pour le coup trop anticiper, mais en tout cas ça existe aussi là-bas et on sait qu'il y a beaucoup justement de discussions pour savoir est-ce que les plateformes sociales sont des éditeurs ou pas. Jusqu'à présent, elles s'en détachent assez bien. Et alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, une petite différence, c'est que du coup, sur l'espace en ligne, qui est donc a priori juste un espace de diffusion, il y a des personnes qui accèdent quand même à une certaine audience de façon massive et qui ne sont pas forcément des personnes qui auraient cette même audience sur un média dit traditionnel. Je pense au phénomène des influenceurs ou même certaines fois de juste une parole qui se met comme ça à être extrêmement visible parce qu'en fait c'était une petite blague qui a fait beaucoup rire et donc les gens l'ont diffusée plus massivement. Mais donc ça veut dire que les règles
règles en cours sont assez différentes finalement que l'espace médiatique habituel. Et c'est difficile, j'ai l'impression, de transposer des concepts comme diffusion, édition, qui a la responsabilité, etc., à ce nouveau monde-là, qui a ses propres règles, qui a ses propres façons de fonctionner. Je crois que dans les choses qui sont importantes, vous parliez tout à l'heure des choix éditoriaux qui sont faits, par exemple, par un média. C'est des choses qui sont assez, je ne vais pas dire transparentes, mais en tout cas, dans l'espace public, on sait plus ou moins tel journal, tel type d'idée, etc. Sur l'espace virtuel, du coup, c'est beaucoup plus flou, ça agit de façon complètement différente. Et donc, voilà, ça complique, j'ai l'impression, cette question. Mais d'office, c'est fondamental de s'interroger dessus, quoi. Florent, j'essaie une réaction avant de plonger véritablement dans le monde numérique. J'ai repris, pas de problème. Oui, alors juste peut-être d'anticiper un peu sur ce que vous vouliez dire, mais effectivement, cette question de savoir si on peut vraiment voir dans les plateformes et en particulier les réseaux sociaux des éditeurs, c'est vraiment la question de fond, c'est ce qui vient d'être dit. Et on va peut-être revenir, en tout cas, parler un peu plus tard des réglementations qui sont aujourd'hui applicables. Je relèverai juste un petit exemple qui date du début des années 90, à l'époque où le statut justement de ces plateformes n'était pas encore très clair. Depuis, on a légiféré aux États-Unis, on a légiféré en Europe. C'était l'affaire Prodigy. Prodigy, un acteur ancien de l'Internet que certains ont connu. Et Prodigy avait une petite activité de modération et s'octroyait le droit de retirer des contenus éventuellement de mauvais goût. Et ça a permis aux tribunaux de considérer que Prodigy avait un véritable statut d'éditeur et pouvait, le cas échéant, être responsable de ce qui était posté sur la plateforme. Et Prodigy avait été condamné pour des propos qui avaient été jugés diffamatoires. Et je crois qu'on est vraiment là dans cette question. Alors, cette qualification d'éditeur, c'est aujourd'hui une qualification qui est écartée aux États-Unis, qui est écartée en Europe. Ça pose vraiment la question de savoir si aujourd'hui le corpus existant que nous connaissons depuis très longtemps, qui concerne tous ceux qui se livrent à un travail d'édition, peut s'appliquer à ce modèle relativement inédit qui est celui des plateformes et qui est en particulier celui des réseaux sociaux. Pas que, parce qu'on a l'habitude aussi de voir des commentaires sur des professionnels, sur des produits fleurir en ligne. Et là, on est sur des places de marché, par exemple. Et donc, c'est vraiment le nœud du sujet, c'est-à-dire quelle est la place et le rôle de cet acteur qui est la plateforme qui fournit une architecture. Oui, absolument. Donc maintenant, plongeons-y. Et je voudrais citer Romain Badouard, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, parce qu'il me semble que cette citation reflète bien une partie des débats que nous avons et la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Donc, les fake news, propagande ciblée, cyberharcèlement et discours de haine, ces 3 dernières années, ou peut-être même un petit peu plus, les troubles informationnels ont occupé une place importante dans l'agenda médiatique. Face à ces menaces, réelles ou fantasmées, la riposte des pouvoirs publics en France et en Europe s'est traduite par une véritable inflation législative en matière de régulation des contenus sur Internet. Ces textes de loi, dans leur diversité, font face à une même critique. Ils instaureraient une forme de délégation du pouvoir de censure depuis les États vers la grande plateforme du web. Donc ça, on en a un petit peu déjà évoqué. Dans le sillage de ces nouvelles réglementations, celles-ci se voient en effet octroyer de nouvelles responsabilités qu'elles exercent souvent dans la plus stricte opacité. Donc ça, on va y venir à cette opacité des réglementations des plateformes. Ce que Romain Badouard dit aussi, c'est que la transformation des espaces numériques que Margot Drey vous évoquiez, c'est que cette évolution s'est faite sur une dizaine d'années, c'est que d'outils d'expression, il est devenu un espace de consommation de contenu. Donc vous parliez des influenceuses aussi, par exemple, des influenceurs, c'est exactement ça, c'est un espace de consommation de contenu, et donc ce que Romain Badouard met bien en avant, c'est que c'est devenu un espace de consommation pacifié. Donc les plateformes elles-mêmes, dans ces analyses, ils montrent bien que les plateformes elles-mêmes mettent en place des structures de régulation, de modération, etc., pour que ce soit un environnement plutôt accueillant, presque familial, en tout cas qu'on n'y soit pas choqué, qu'on n'y soit pas brutalisé parce qu'on y lit, parce qu'on y voit.
Et il met bien aussi en avant que cette question de la modération vient non seulement de cette transformation opérée par les plateformes elles-mêmes, mais qu'elles sont sous pression de l'État qui veut réglementer. On a vu par exemple, elle est très connue, donc je la cite, mais Ocasio-Cortez au Parlement, faire des auditions des dirigeants des GAFAM, etc., pour demander plus de régulation. Donc une pression de l'État, une pression de la publicité et une pression des usagers. Donc sur cette transformation des plateformes numériques, je vous redonne la parole, mais après je la distribue bien sûr. Florent Gessel, peut-être poursuivre sur cette question que Romain Badouard met en avant, et peut-être votre désaccord, votre accord. Alors, vous citez Alexandra Ocasio-Cortez, vous avez évoqué tout à l'heure le discours que tout le monde a vu, qui est absolument magistral, de Sacha Baron Cohen. Je pense qu'il faut quand même bien comprendre que dans cet univers américain dans lequel quand même on a peu de possibilités ou en tout cas de perspectives en termes sur le plan de la régulation étatique, il y a une injonction qui est faite aux plateformes depuis déjà un certain nombre d'années, depuis un bon moment, d'intervenir, mais pas seulement d'intervenir pour modérer les contenus en ligne, aussi de s'abstenir de pratiques fort lucratives pour elles qui consistent à diffuser des publicités politiques. On a beaucoup pointé du doigt les pratiques de Facebook en la matière. Twitter a renoncé un peu avant Facebook aux publicités politiques. Facebook l'a annoncé juste avant les élections américaines. Et de fait, il me semble quand même que ces appels qui sont faits à ces plateformes, ils sont faits parce que, en l'état actuel des choses, c'est le recours immédiat, c'est-à-dire dire à la plateforme, c'est à vous d'agir, vous êtes responsable de ce qui circule sur votre réseau. Alors, vous avez évoqué aussi un autre auteur qui évoque la régulation étatique, qui est l'approche un peu plus européenne, qui est celle des Allemands, qui est celle des Français avec un succès plus ou moins relatif, puisqu'on sait que la loi Avia a été très largement censurée par le Conseil constitutionnel. Mais c'est vrai que nous avons peut-être culturellement et assez spontanément pour réflexe de nous dire que c'est à l'État d'intervenir, c'est au législateur d'adopter des textes, le cas échéant rigoureux, pour encadrer les discours de haine, par exemple, sur les réseaux sociaux, alors même que nos amis américains ont plus spontanément pour réflexe, eux, d'interpeller les plateformes en leur disant vous avez une responsabilité à l'égard du public, à l'égard de la société, si l'on trouve trop de discours conspirationnistes, trop de discours de haine sur vos plateformes. Margot Doré, je sais qu'au Parlement bruxellois, vous avez co-signé une proposition sur la question du cyberharcèlement. Je pense que ça peut faire le lien entre ce qui est dit ici et aussi peut-être réancrer notre propos, parce qu'on parle évidemment beaucoup des États-Unis. Ils sont un petit peu indispensables dans la discussion, vu que les plateformes sont elles-mêmes américaines, etc. Mais comme vous l'avez dit aussi, à l'échelle globale. Et donc, plus localement, comment est-ce que vous cherchez, vous, à votre niveau, à peut-être influencer, réguler ces paroles au travers de textes de loi, par exemple, ou votre travail au Parlement sur ces questions? Donc, nous, ce qu'on cible à ce stade surtout, c'est ce qui touche à l'éducation aux médias. En fait, c'est vrai que ça m'étonne qu'on n'en ait pas encore finalement parlé ici, mais de pouvoir en fait donner les clés aux utilisateurs, aux utilisatrices des plateformes et de cet espace d'expression virtuelle pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est de l'ordre du légal, de l'illégal. Bon, après, c'est difficile puisqu'on a bien vu que même les définitions de tous ces concepts
n'était pas évidente, mais de pouvoir donner un maximum de clés pour que les gens, et parfois même surtout les jeunes, parce que c'est plus facile évidemment de planter les graines dès le plus jeune âge sur certaines notions, puissent évoluer dans l'univers numérique en tant que citoyens et citoyennes, disons, responsables et conscients des effets de ce que leurs propos peuvent avoir. Et donc nous, on travaille pour le coup à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est un détail, de lasagne institutionnelle belge. Mais donc on travaille sur des textes, surtout sur des questions d'éducation aux médias. Récemment, mardi en fait, on a pu travailler à la transposition d'une directive européenne dont à mon avis les autres intervenants vont sans doute parler, qui est la directive SMA, donc sur la diffusion, le paysage audiovisuel en fait, et qui va pour la première fois étendre certaines règles en matière d'audiovisuel. Donc je parle ici de plateformes telles que YouTube, Netflix et autres, non pas à les contraindre à supprimer des contenus et ce genre de choses, parce que justement le texte dit quoi? Le texte amène la question de la responsabilité de la personne qui diffuse sa parole. Et donc par exemple, on viendrait avoir demain un influenceur qui lance une chaîne YouTube complètement raciste par exemple, eh bien s'il est situé en Fédération Wallonie-Bruxelles, le CSA pourra intervenir et demander des retraits de contenu et demander, enfin en tout cas des comptes et mettre cette personne devant les délits dont elle se rend coupable. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites au niveau plutôt local, disons. Mais si je prends le premier exemple d'éducation aux médias, ça marche bien. Si chaque État fait un peu son travail, je pense que ça peut déjà un peu plus faire en sorte que l'espace numérique soit plus bienveillant, disons. Mais le cadre pour toute la régulation, etc., il doit venir de plus haut, pour le coup. Ce serait quand même fou, et c'est déjà en fait le cas à certains moments, mais que d'un pays à l'autre, les règles du jeu ne soient pas les mêmes. Je sais par exemple qu'en Chine, il y a eu souvent des mouvements de l'État de demander des retraits de contenu de certaines plateformes sociales. Alors en Chine, on n'utilise pas en plus les mêmes plateformes sociales qu'en Europe et qu'aux US pour une partie, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont à mon sens problématique. Il faut qu'il y ait des règles qui soient assez générales. Et alors, pour rebondir à une petite chose qui a été évoquée précédemment et qui me semble intéressante, c'était sur la question finalement de les plateformes. Leur objectif, c'est en effet de nous maintenir dans une bulle positive, de plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un enjeu à ce qu'on y reste et qu'on y passe un maximum de temps. Et il y a un concept à ce propos que je trouve intéressant, c'est ce qu'on appelle le design de l'addiction. Et c'est comment les plateformes sociales, en évoluant juste dans leur interface et autres, ont permis en fait à des mécanismes psychologiques carrément de se déclencher, avec pour ambition derrière de faire passer les gens un maximum de temps sur leur plateforme. Un exemple que tout le monde connaît, c'est le scroll à l'infini, le fait qu'on puisse remonter le temps de Twitter jusqu'à la naissance de Twitter. Eh bien ça, c'est un mécanisme qui sert à nous faire passer plus de temps sur les plateformes et qui montre aussi les objectifs en fait poursuivis par ces acteurs privés, qui est quand même de la consommation de publicité, vous l'avez dit. Et donc voilà. Et donc du coup, ça veut aussi dire que les règles du jeu pour ces plateformes ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut avoir dans nos têtes. Et moi, j'ai beaucoup lu et réfléchi à cette question de tiens, mais finalement, qui doit trancher, qui doit réguler? Et ça reste quand même assez problématique quand c'est des intérêts commerciaux finalement qui viennent à dicter des réactions. Par contre, d'avoir déjà pu entendre les GAFAM s'exprimer sur certains sujets, je ne pense pas que ça les rende très heureux qu'il y ait des gens qui sont en insécurité sur leur plateforme, qui subissent du cyberharcèlement, etc. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui va les pousser à, par exemple, davantage réagir lorsqu'il y a des signalements sur un contenu illicite ou ce genre de choses. Nicolas, sur cette régulation, sur cette question de la régulation du numérique? Mais ça rejoint un problème qui est plus global, qui est le problème, au fond, de la régulation de l'économie en tant que telle. C'est-à-dire que au fond, le droit, ou en tout cas les instances qui sont censées dire ou créer le droit applicable à certains secteurs de l'économie, a toujours été, dans l'histoire du capitalisme, l'histoire longue du capitalisme, un peu en retard sur, entre guillemets, les innovations ou tout au moins les nouveautés apportées par tel ou tel secteur économique. Donc, au moment où le capitalisme s'étendait, c'était l'époque où c'était les villes, au Moyen-Âge, qui étaient politiquement les acteurs majeurs, mais qui se sont vite fait dépasser par les marchands ou les guildes de marchands.
Et puis ensuite, c'est l'État. Et on voit très bien, évidemment, que le niveau étatique, voire le niveau supra-étatique, supranational du style Union européenne, si vous voulez, se trouve parfois en porte-à-faux avec une économie qui est une économie, disons le mot presque grossier, qui est mondialisée, avec effectivement la plupart des opérateurs économiques qui sont logés dans un autre État ou dans une autre région du monde, avec cette idée que comme nous ne sommes pas nécessairement habitués, comme les Américains, à faire des lois extraterritoriales, comment peut-on saisir, en quelque sorte, des opérateurs économiques qui mènent des activités économiques, ou en tout cas qui sont en mesure de mener des activités économiques dématérialisées en particulier sur un territoire étatique donné, comment réguler quelque chose, étant entendu qu'on sait très bien que ces fournisseurs d'accès, et plus largement ces GAFAM, en fait, pourraient vous dire, écoutez, moi, en gros, je m'en fous. On a vu ça notamment à propos de certaines questions de vente d'objets pour les familles, pour les nostalgiques du Troisième Reich, d'objets en vente sur certains sites, par exemple, et où effectivement ça relève d'une interdiction sur le sol belge ou sur le sol français, mais pas du tout sur le sol américain. Et alors effectivement, il y a une condamnation qui est faite par un tribunal français, mais en gros, entre guillemets, ça touche assez peu l'opérateur économique. Et c'est une réflexion qui avait été entamée dans les années 70 du siècle dernier, qui est au fond qu'il y a des pouvoirs publics, et on a toujours vu le pouvoir sous la forme de l'État ou sous la forme d'acteurs publics, mais il y a aussi, et on s'en intéressait beaucoup à l'époque où les juristes s'intéressaient au pouvoir des multinationales, il y a aussi des pouvoirs privés. Et ces pouvoirs privés sont pour beaucoup d'entre eux en train de, si vous voulez, de pouvoir grosso modo être aussi puissants financièrement ou autres qu'un certain nombre d'acteurs publics. Et donc il y a, si vous voulez, une difficulté qui est que de nouveau la dimension des opérateurs économiques qui sont en cause et la dimension des opérateurs politiques qui doivent éventuellement intervenir ne cadrent pas nécessairement l'un avec l'autre. D'où la problématique de on régule, oui, mais à quel niveau et comment et avec quelle efficacité. Oui, il y a cet avis de non seulement réguler, mais de démonopoliser, je ne sais plus comment on dit, peut-être Florence Gessel, vous avez peut-être une notion là-dessus, de séparer les différentes composantes des plateformes pour ne plus qu'elles soient en un seul bloc, mais qu'elles soient distribuées à travers des différents pays. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je n'ai peut-être pas les bons mots, mais... Non, alors oui, oui, absolument. Si vous voulez, le modèle d'affaires de ces grandes plateformes, c'est d'abord de jouer sur ce qu'on appelle l'effet de réseau. Et elles arrivent à combiner des effets de réseau qui sont croisés. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, tout simplement, plus il y a d'utilisateurs sur le réseau, plus celle-ci est attractive. Plus celle-ci est attractive, c'est-à-dire que vous allez sur Twitter parce que vous savez que sur Twitter, il y a tout le monde, il y a toute la presse, vous allez avoir accès à de l'information et vous allez avoir des échanges et des contacts avec beaucoup de monde. Autre exemple, et ça ce sont ces marchés qu'on appelle des marchés bifaces ou multifaces, c'est par exemple Amazon, prenons l'exemple d'Amazon, où là vous avez différents types d'utilisateurs, vous avez des consommateurs comme vous et moi qui peuvent être amenés à acheter des produits, et puis vous avez des utilisateurs qui sont des professionnels et qui eux viennent vendre leurs produits. Et là encore, l'effet de réseau joue. Pourquoi? Parce que moi, si j'ai beaucoup d'entreprises qui proposent leurs produits sur Amazon, cela m'arrange parce que ça me permet de trouver beaucoup de prestataires possibles. Et eux, bien évidemment, ces prestataires-là, ils ont intérêt à avoir une plateforme où il y a beaucoup de consommateurs prêts à acheter leurs produits. Donc c'est le modèle de ces plateformes et c'est un système qui pousse à une très grande concentration du marché. C'est-à-dire qu'on dit souvent que quand on aborde la question des plateformes, on est face à des marchés qui structurellement sont concentrés parce qu'ils jouent sur l'effet de réseau. Et pour rebondir à sur ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que l'on entend aujourd'hui aux États-Unis avec des gens qui ne sont pas très favorables à une régulation, par exemple, des réseaux sociaux et qui disent on va faire jouer le droit antitrust.
et on va chercher à démanteler, c'était une des propositions d'Elizabeth Warren pendant les primaires démocrates, on va démanteler les plateformes les plus puissantes. On va démanteler Facebook, on va démanteler Amazon. Et tout cela pour dire, et c'est exactement ce qu'a écrit Jack Dorsey, le CEO, le patron de Twitter, il y a quelques jours, tout ça pour dire, finalement, on n'a pas besoin d'une vraie régulation de ces plateformes. Il suffit de faire vraiment jouer la compétition de manière à ce qu'il y ait davantage de plateformes sur le marché et de faire en sorte que celui qui n'est pas content avec les conditions d'une plateforme aille ailleurs. Et quand je reprends les propos de Jack Dorsey, c'est exactement cela qu'il a écrit, parmi d'autres choses. Mais il a dit « Je comprends l'émotion suscitée par notre décision de suspendre le compte de Donald Trump, mais nous n'en restons pas moins sur un marché au sein duquel joue la concurrence. Et donc ceux à qui cela ne convient pas, à qui la manière dont nous rédigeons nos conditions générales et la manière dont nous les appliquons ne convient pas, eh bien ceux-là peuvent quitter notre plateforme pour aller vers une autre plateforme qui leur conviendrait mieux. Et donc ce serait, et ça c'est un discours qu'on entend beaucoup en ce moment aux États-Unis, chez tous ceux qui sont hostiles à une nouvelle régulation des plateformes et en particulier des réseaux sociaux. Ce serait de dire on va juste utiliser l'antitrust, on va juste avoir, faire en sorte que l'on ait davantage d'acteurs sur le marché, que les utilisateurs puissent faire leur choix et comme ça, on n'a pas besoin de réguler davantage. Moi, ce n'est pas un discours auquel je crois, mais c'est un discours qui existe. Merci Charles Girard sur ce qui a été dit et sur ce que l'époque du numérique fait à la liberté d'expression dans ce que vous étudiez au long cours. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Florence Gessel. Le problème posé par les GAFAM et leur situation quasi monopolistique, qui est en soi un problème, est lié à plein de problèmes qui sont plus structurels, disons, qui sont liés à l'essor des médias numériques ou à ce qu'on appelle parfois la révolution numérique, qui vient transformer les canaux, les pratiques, l'architecture de la communication publique, et qui donc fait qu'on a un besoin de réinterpréter la manière dont on essaye de réaliser les exigences fondamentales, basiques, liées au débat public en démocratie. C'est-à-dire que derrière les problèmes liés à Facebook ou à Google ou à Twitter, on a des tendances structurelles qui ne sont pas directement liées à l'existence de ces quasi-monopoles. C'est-à-dire que l'explosion de la quantité de messages et l'accélération fulgurante de la circulation de ces messages à travers les frontières, en elle-même, pose un défi redoutable pour la régulation de la communication publique. C'est-à-dire qu'il faut des ressources humaines et des ressources technologiques considérables que la plupart des États n'ont pas, ou n'ont pas encore choisi de se donner, en tout cas, pour pouvoir appliquer les lois en vigueur dans les différents ordres juridiques au numérique, à cause de la simple quantité de messages qu'il faut pouvoir contrôler et de la vitesse avec laquelle ils circulent. C'est l'un des principaux motifs pour lesquels les États, par défaut au moins, tendent à déléguer la régulation, parce qu'ils ne se sont pas donné les moyens ils se sont pas donné les moyens pour le faire eux-mêmes. Sachant que même du côté de ces entreprises privées particulièrement pleines de ressources et particulièrement puissantes, il y a un recours très large à des solutions algorithmiques qui sont sans doute difficilement évitables, mais le type de jugement de chaque acte d'expression dans son contexte, qui est à la base de la qualification juridique des messages exprimés publiquement et qui permet de juger s'ils sont ou pas susceptibles d'être sanctionnés, n'est plus d'actualité, n'est plus possible quand c'est un algorithme qui permet de décider ce qui va rester visible ou ce qui va être supprimé, ou ce qui va perdre en degré de visibilité dans un ranking de moteurs de recherche. Donc il y a un premier problème juste lié à la quantité et à la vitesse. Il y a un deuxième problème qui est un peu distinct, qui est que cet accès facilité à l'expression dans les médias modifie aussi les comportements. C'est lié d'abord, bien sûr, à la possibilité d'un anonymat au moins relatif, qui peut libérer la parole, qui peut aussi déresponsabiliser dans certains contextes, mais c'est lié aussi au fait que les utilisateurs contribuent eux-mêmes à ces choix de sélection des contenus qui avant étaient plutôt réservés à une minorité de portiers, de gatekeepers. C'est-à-dire que lorsque vous relayez sur votre compte, lorsque vous faites suivre une vidéo, lorsque vous mettez un pouce bleu, à votre échelle, qui peut être peu influente ou très influente pour certains individus, vous contribuez à décider, parmi beaucoup d'autres, ce qui va être mis en visibilité ou pas.
Ce qui veut dire que la cible de la régulation n'est plus la même. On n'a pas juste une élite de professionnels relativement identifiés, organisés en corporation et plus ou moins contrôlables, qui décident de faire advenir ou pas un message dans l'espace médiatique. C'est très facile de mettre un message dans l'espace médiatique. Il y a des mécanismes beaucoup plus compliqués qu'avant qui déterminent si ça va atteindre une faible visibilité ou une haute visibilité dans l'espace médiatique. Ça change complètement les leviers habituels de régulation. Et du coup, c'est lié à une troisième modification structurelle qui tient à ce que c'est l'architecture. Enfin, c'était déjà le cas avant, c'est déjà le cas dans un espace public, dans un amphithéâtre, dans une rue, bien sûr. Mais l'architecture de ces espaces virtuels finit par jouer un rôle absolument déterminant dans l'orientation des choix individuels qui contribuent à rendre visibles ou pas les contenus. Et donc, il y a tout un chantier pour mettre en œuvre, mais juste déjà penser, concevoir la régulation de la communication publique qui est absolument inédit de ce côté-là. Pour le dire simplement, c'est l'objet de recherche du programme de recherche dont vous parliez tout à l'heure, Egalibex, qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, dans lequel il y a des philosophes, des juristes, puis des sociologues comme Robin Badouer notamment. Il faut repenser quelle forme peut prendre l'égalité d'accès, quelle forme peut prendre la publicité des débats, quelle forme peut prendre le contrôle des modérateurs, quelle forme peut prendre ce que vous appelez dans l'organisation de ce débat la sécurité d'expression, lorsque la quantité, la vitesse, l'identité des organisateurs modérateurs et le rôle de l'architecture sont modifiés à ce point-là. Et donc on est vraiment au début d'un phénomène, on verra ce qu'il donne, d'imagination juridique, mais aussi d'imagination vraiment conceptuelle. Ça modifie la manière dont on se représente ce qu'est l'espace de la communication publique et donc ce qu'elle peut être. Et je rejoins ce que disait Florence Gessel, je pense que l'idée qu'il suffit de se débarrasser des monopoles ou des oligopoles pour revenir simplement dans l'espace virtuel à un équivalent d'une forme de marché des idées qui de toute façon n'a jamais eu de réalité directe, même dans l'espace physique, me paraît fausse. Merci pour cette intervention. Je me tourne vers mes deux intervenants en plateau, à moins, si vous vouliez réagir encore à ce qui a été dit ici sur cette partie de la conversation. Sinon, on peut passer aux citations que j'ai retrouvées des titres de presse concernant justement le Trump ban ou le bannissement de Trump de Twitter. Donc voilà, suspendre le compte de Twitter devrait relever d'une instance indépendante dans le monde. Il faut que les politiques se désintoxiquent de Twitter. Trump ban pour une régulation démocratique des réseaux sociaux. Trump est donc banni, son compte personnel est supprimé. J'ai bien dit son compte personnel, la nuance d'importance, peut-être qu'on y reviendra aussi. Alors, The Verge, un journal des technologies américain, en gros, qui nous dit que le syndicat de Alphabet, qui est la maison mère de Google, disent que plaide pour une régulation de YouTube et des plateformes parce que c'est pour endiguer la montée du fascisme. Donald Trump, suspendu des réseaux sociaux, il y a quelque chose d'hypocrite dans les critiques contre cette décision. On y viendra aussi, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Censure de Donald Trump sur les réseaux sociaux, Mark Zuckerberg, maître du monde. Point d'interrogation. Réseaux sociaux, ne pas jeter le bébé de la liberté d'expression avec l'eau sale du bain de Donald Trump. Suspension des comptes de Donald Trump, les plateformes numériques entre opportunisme et aveu d'échec. Voilà, donc là, il y a encore deux. Trump face aux réseaux sociaux, les plateformes censure ou régulation. Si Trump attaque Twitter en justice, il va gagner. Donc voilà, donc j'ai effacé les noms. Il y a une citation qui est tirée d'un entretien que vous avez fait, Florent Gessel, la première citation. Et beaucoup de mots-clés en fait reviennent. Opportunisme des réseaux sociaux, notamment, hypocrisie, aveu d'échec, quelque part dans la régulation, etc. Donc, je vous donne la parole, Florent Gessel, parce que vous vous êtes exprimé spécifiquement sur cette affaire, et après je donnerai la parole aux autres intervenants. Oui, je vous remercie. Alors, c'est vrai que ce propos qui a été mis en exergue et qui est tiré de cet entretien avec le journal Le Monde, il frappe l'esprit.
Et effectivement, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'on doit pouvoir aujourd'hui voir intervenir des acteurs neutres, des acteurs indépendants, lorsque des plateformes sont amenées à prendre des décisions de cette importance. C'est-à-dire que je n'irai pas jusqu'à dire que les plateformes doivent être mises sous tutelle, qu'elles doivent être régulées d'une manière extrêmement étroite, même si là, la Commission vient quand même d'élaborer des propositions de règlement qui sont des textes qui vraiment encadrent très fortement l'activité des plateformes. En revanche, pour ce qui concerne la modération, je pense personnellement que les plateformes sont probablement les mieux placées pour prendre des décisions de modération au quotidien, dans l'urgence. Elles ont la maîtrise de l'architecture, ça a été dit tout à l'heure, elles disposent d'algorithmes dont on aimerait quand même bien savoir comment ils sont configurés et comment ils fonctionnent. Ça, c'est un point important, mais on ne va pas les empêcher de les utiliser. Et donc, je pense que dans la vie quotidienne, la vie courante, et pour des gens comme vous et moi, il y a une pertinence et une légitimité dans l'intervention des plateformes et leur activité de modération. Et je ne trouve pas invraisemblable de les rendre responsables ou de les sanctionner lorsqu'elles laissent passer trop de choses et lorsqu'elles laissent passer notamment beaucoup trop de discours qui sont d'ores et déjà illégaux au regard de notre droit positif. En revanche, et c'était le sens de mon propos, il me semble, et c'est ce que je m'efforce ou que j'essaie de promouvoir, il me semble que pour les comptes qui sont détenus par des élus, par des gens qui exercent des responsabilités publiques de haut niveau, nous sommes face à un régime, à des règles qui devraient être dérogatoires, qui devraient être particulières. J'ai trouvé étrange, ou en tout cas un peu choquant, que l'on se contente de dire que Donald Trump est un utilisateur comme un autre et qu'on lui applique les conditions générales de la plateforme. Là, il y a quand même quelque chose dont on peut douter, même si Twitter avait pris l'initiative d'avoir des conditions spéciales, dérogatoires pour les grands responsables. Et donc là, c'est mon propos, qui consiste à dire que il faudrait quand même, aux côtés de ces acteurs privés que sont les plateformes qui n'ont pas de légitimité pour aller organiser le débat démocratique, qui n'ont pas de vraie légitimité pour prendre la décision de suspendre un compte qui est suivi par 80 millions de personnes, 88 millions de personnes. Et donc, il me semble que l'on pourrait penser le recours à des instances indépendantes, neutres, un peu à l'image de ce que Facebook a commencé à faire avec son fameux Oversight Board, son conseil de surveillance ou de sa Cour suprême, qui pour l'instant est une instance qui examine simplement certains recours, à laquelle d'ailleurs on reproche un manque d'indépendance. Mais il me semble qu'il y a une idée derrière, consistant à dire que pour des décisions de cette importance, de cette nature, il faudrait faire intervenir un tiers à la plateforme. Et donc ça, il me semble que c'est un régime qui reste à inventer et qui devrait probablement se doubler d'une vraie réflexion sur la gouvernance des plateformes. Pour les rendre peut-être un peu plus démocratiques, pourquoi est-ce que ces plateformes sont simplement gouvernées par ces entreprises privées avec des règles de fonctionnement finalement très traditionnelles et tout en haut, de manière très verticale, un Dorsey ou un Zuckerberg qui prend les décisions finales. Et là, il y a aussi certainement, à mon avis, à repenser cette gouvernance pour que les utilisateurs, par exemple, que nous sommes tous, puissent avoir leur mot à dire. Nicolas Thirion, sur ce qui vient d'être dit, sur notamment cette processus de démocratisation qui pourrait se mettre en place et sur la manière dont vous avez regardé cet événement du bannissement de Trump. À mon avis, il faut effectivement sans aucun doute penser à un modèle, encore une fois, de régulation de ces prises de décision, puisqu'on se trouve à nouveau en face d'opérateurs économiques très puissants et qui sont en effet presque aussi puissants que les États eux-mêmes. Donc effectivement, pour redonner un peu de vivacité démocratique, sans doute une telle solution est-elle envisageable. Dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs,
De nouveau, un juriste, il est fait pour sans doute vous dire deux choses contradictoires, ou plus exactement, selon qu'il se place d'un côté ou de l'autre, il peut essayer de trouver le moyen de justifier aussi bien que de ne pas justifier la décision qui a été prise. Alors, évidemment, d'un point de vue strictement contractuel, on pourrait dire, effectivement, il y a des conditions d'utilisation qui, en vérité, sont des conditions contractuelles auxquelles l'utilisateur, quelle que soit d'ailleurs sa fonction, a d'une certaine façon adhéré, puisque effectivement, c'est bien ce qui se passe, et qu'au nom de ces conditions contractuelles, effectivement, entre guillemets, il n'y a rien de scandaleux, encore une fois juridiquement, à avoir banni M. Trump de Twitter. Et d'un autre côté, vous pourriez dire aussi, en tout cas en s'inspirant de certaines tendances de droit positif, c'est le cas en Belgique, c'est le cas dans une certaine mesure en droit de l'Union européenne, ou c'est le cas en droit européen des droits de l'homme, c'est la question de ce qu'on appelle, dans le jargon des juristes, l'application horizontale des droits fondamentaux. C'est-à-dire cette idée de dire que, certes, les droits fondamentaux ont été pensés d'emblée pour protéger le citoyen des éventuels abus de l'État, mais on admet dans certaines circonstances, et à propos de certains droits fondamentaux, la Cour constitutionnelle belge l'a fait et d'autres organes supranationaux l'ont fait, admettre que certains principes fondamentaux sont en tant que tels, ou s'imposent en tant que tels également à des acteurs privés, le cas échéant dans certaines circonstances ou sous certaines conditions. Et donc de ce point de vue, encore une fois, je me place sous l'angle d'ordre juridique qui admettent l'application horizontale des droits fondamentaux. On aurait pu imaginer, mais ça ne semble pas être le cas en droit américain, on aurait pu imaginer l'idée que, au fond, compte tenu précisément de la position dominante, voire ultra-dominante de Twitter sur ce marché, et compte tenu du fait qu'en réalité, pour un responsable public, avoir accès à un compte Twitter est devenu une sorte d'élément essentiel de sa communication politique, de jouer alors sur l'application horizontale, comme on dit, de la liberté d'expression. Et donc d'essayer de défendre alors, ou plus exactement de condamner ou de poursuivre l'attitude de ces grands opérateurs économiques en expliquant qu'eux aussi, en raison de leur puissance de marché et en raison de leur pouvoir, doivent se voir appliquer, si vous voulez, l'obligation de respecter les droits fondamentaux, eux aussi. Et donc, dans l'état actuel des choses, j'entends par là déléguer l'ATA, comme on dit, donc dans l'état du droit en vigueur, voilà deux options possibles. Mais manifestement, ni l'une ni l'autre, et c'est peut-être ce que traduisent la diversité, ce que traduit la diversité des citations que vous avez faites, ni l'une ni l'autre des solutions possiblement en vigueur aujourd'hui n'est satisfaisante. D'où l'idée qu'effectivement, il faut sans doute des initiatives, ou en tout cas des modèles alternatifs plus satisfaisants pour ce type de situation. Charles Girard. Oui, alors, je pense qu'il y a plusieurs commentaires qu'il faut distinguer. Il y a eu des commentaires sur l'incohérence ou l'hypocrisie ou le deux poids deux mesures du droit américain, notamment parce qu'il avait été jugé que Donald Trump ne pouvait pas bloquer l'accès à son compte Twitter qui constituait une forme de forum public où s'exprimait l'État. Mais il n'y a pas vraiment d'incohérence. On peut trouver la situation insatisfaisante, mais le premier amendement protège contre les interférences de l'État dans la liberté d'expression individuelle et pas contre l'interférence d'acteurs privés. Et donc c'est le principe de la State Action Doctrine, la doctrine de l'action de l'État. Et donc lorsque le président des États-Unis bloque l'accès à son compte Twitter où il s'exprime, il intervient bien dans la communication publique en tant que chef de l'État. Lorsque c'est Twitter, c'est pas l'État qui intervient. Donc il n'y a pas vraiment de mystère sur la cohérence du dispositif, même si on peut juger qu'il est inadapté. Un autre type de commentaire qu'on a beaucoup lu et entendu et qui me paraît un peu à courte vue consiste à dire que c'est hypocrite de la part des commentateurs, des acteurs politiques, etc., de se réjouir à la fois de ce que Twitter a contribué à mettre un terme ou à freiner l'incitation implicite à la mobilisation, à l'action violente dont Trump était l'auteur, et en même temps à décrier la décision de Twitter. Moi, je vois ni hypocrisie ni incohérence là-dedans. On peut à la fois juger qu'en l'état des choses, une décision est
était souhaitable ou nécessaire ou utile ou la moins pire possible, et juger que l'état des choses est mauvais. C'est-à-dire que même si la décision individuellement peut être jugée bienvenue, elle vient révéler le pouvoir à la fois considérable, mais surtout discrétionnaire, je pense que c'est le cœur du problème, dont jouissent les opérateurs de plateforme. Et donc là encore, il y a besoin d'inventer de nouveaux dispositifs, comme le recours au tiers dont parlait Florence Gessel, mais il y a aussi besoin de forger de nouveaux concepts pour définir les entités dont on parle. C'est-à-dire que les tentatives successives des opérateurs de plateforme pour se définir d'abord comme des intermédiaires neutres, puis plus récemment comme des détenteurs de la liberté éditoriale, analogues aux organes de presse, sont peu convaincantes et ont peu convaincu. Il y a une très bonne analyse de ces raisonnements juridiques dans un numéro récent de la Revue des droits et des libertés fondamentaux en ligne par Pierre Auriel et Mathilde Lunger, qui analyse les raisonnements proposés par les plateformes elles-mêmes devant le juge, en Europe, notamment en Italie et aux États-Unis, et les réponses juridiques. Et en fait, on voit bien, on ne peut pas simplement projeter une forme de liberté éditoriale sur ces opérateurs de plateforme du fait de leur situation quasi monopolistique, puis de la diversité en fait des contenus qui y sont accueillis. Ce ne sont évidemment pas des intermédiaires neutres. Et en même temps, c'est difficile de les assimiler à simplement une extension virtuelle de l'espace public, comme certains le suggèrent en Europe, précisément parce que ça reste des opérateurs privés. Et en fait, on n'a pas d'analogie très efficace pour penser des opérateurs privés qui proposent au public un service qui consiste en fait à proposer une extension centrale, difficilement contournable, de l'espace public où se joue la conversation démocratique. Donc là encore, il y a un problème de reconceptualisation, de redescription, de réinvention de ce dont on parle pour pouvoir définir une politique cohérente, encadrée, et qui ne soit pas arbitraire. Et je finirai juste là-dessus. L'un des problèmes de l'arbitraire, c'est que là, dans le cas précis dont on parle, du Trumpisme, ça nourrit le mal qui nous inquiète. C'est-à-dire que le caractère un peu opaque des pouvoirs et des responsabilités, le caractère incertain, le soupçon d'opportunisme sur le choix et l'évolution des politiques de Twitter ou de Facebook, nourrit le soupçon des partisans de Trump, des complotistes, et pas seulement des complotistes. Ça méfie une méfiance généralisée vis-à-vis de ces médias, soupçonnés d'être systématiquement partiaux pour des raisons politiques. Merci Margot Doré. Voilà, je ne pense pas que vous ayez 88 millions d'abonnés, mais sur ces questions de plateforme numérique, ce qui a été dit. Mais en effet, moi, à la lecture de ces tweets, de ces titres, de ces expressions, je n'ai pas non plus trop vu des questions d'opportunisme, d'hypocrisie, etc. Parce que je trouve en fait ça finalement très attendu, comme monsieur vient de le dire, qu'un acteur privé décide de supprimer un compte, c'est son bon droit, de la même façon où ça arrive tous les jours dans la vie, où on n'a pas accès à certains endroits parce qu'il y a quelqu'un qui filtre une entrée ou autre. Le problème étant que, comme ça a été vraiment soulevé, il y a vraiment un paradoxe entre la conception du virtuel comme espace d'expression public et le fait que c'est un espace qui est bien géré par des plateformes privées. Moi, je rejoins Madame sur le fait que je ne suis pas convaincue que le marché puisse résoudre ce type d'équation complexe. Pourquoi ? Parce que dans la pratique, en fait, toutes les fois où on a vu que des plateformes, supprimaient le compte de certaines personnalités qui étaient dessus, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a créé d'autres plateformes encore moins respectueuse de certaines balises démocratiques. Je pense par exemple à la réseau social Parler, qui a vu son utilisation augmenter aussi suite à tous des mouvements que certains ont qualifiés de censure de leur opinion, etc. Et donc, je crois qu'une des clés, elle a été abordée par plusieurs personnes en cours de débat, c'est vraiment aussi des questions de transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas quels contenus sont supprimés, quels comptes réseaux sociaux sont supprimés. Alors ici, on a le cas de M. Trump et tout le monde a vu que son compte avait été supprimé. Mais par exemple, vous avez des militants dans certaines parties du monde sur des questions LGBT et autres, dont les comptes sont supprimés, suspendus, et on n'a pas de vue sur ça. Et donc, ils recréent d'autres comptes anonymes. Et donc, ça devient un peu aussi une façon de faire taire certaines minorités. On ne sait pas évidemment quelle est la décision qui a motivé ces suppressions, mais ça reste... Ou des faux positifs. Hein. Il y a aussi, par les algorithmes, il y a des faux positifs. C'est ça, voilà, tout à fait. Alors, donc, je suis assez... d'accord avec cette idée d'avoir une sorte de conseil des médias sociaux. Je sais que j'ai des collègues qui travaillent au niveau européen et qui plaident pour ce type d'organes neutres, de recours au tiers, comme Madame l'a dit, qui est tout à fait intéressant. Et alors,
personne n'a prononcé ce mot, mais finalement peut-être une certaine déontologie de la part des utilisateurs qui bénéficient de grandes audiences. Aujourd'hui, il y a des systèmes d'utilisateurs certifiés, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et donc, vous avez la chance d'avoir un petit V bleu qui prouve que vous avez bien montré à la plateforme que vous étiez, pour mon cas, Margot Deray. Mais cette certification, dans la tête des gens, elle ajoute de la valeur au message, c'est-à-dire qu'on est vu comme une sorte de plus crédible, d'émetteur qui a plus de poids, en tout cas, dans le débat, alors qu'en fait, elle est juste une question de validité d'identité. Et par ailleurs, il y a des personnalités, notamment dans l'espace médiatique français, d'extrême droite, qui ont ce badge et qui diffusent des choses qui sont plutôt antidémocratiques, pour le coup, dans leurs propos. Il y a d'autres composantes peut-être plus techniques, mais qui peuvent être intéressantes aussi, de pouvoir dupliquer des modèles de développement de plateformes numériques, donc on l'a dit, qui sont plus transparentes, qui respectent par exemple des principes de minimisation dans le traitement des données privées. Bon, ça c'est une question qu'on n'a pas traitée ici, qui est la question des données privées, mais qui est aussi intimement liée à tout ceci, qui peut aussi concerner le modèle de gouvernance des plateformes. Quand on voit qu'une plateforme comme Wikipédia, par exemple, a ce modèle plus collaboratif, plus participatif, plus horizontal, ça montre quand même certaines vertus. Et alors, un concept, alors là, j'arrive avec une idée vraiment qui n'est pas encore étudiée de façon très approfondie, mais qui est intéressante, c'est l'interopérabilité. Je ne vais pas pouvoir le dire 3 fois. Mais donc, c'est par exemple, ce serait l'idée d'avoir des communications entre les plateformes entre elles. Et donc, par exemple, vous choisiriez une plateforme de messagerie instantanée. Moi, j'en choisirais une autre, mais on pourrait quand même se parler via nos propres portes d'entrée sur une conversation qui est commune. Et ça permettrait justement de peut-être un peu casser le jeu de cette bataille des plateformes. Et c'est ce pourquoi plaident certaines associations, notamment de défense des internautes au niveau européen, et que je trouve qui est peut-être intéressante, mais qui paraît peut-être encore un peu lointaine d'un point de vue du jour d'aujourd'hui. D'accord, vous y avez fait allusion, on n'a pas su parler de tout ce soir. Je regarde mes intervenants et je leur demande s'ils veulent ajouter quelque chose ou si je peux clôturer la discussion. En tout cas, je vous laisse encore quelques secondes de réflexion pour me faire un signe si vous voulez ajouter un mot de la fin. Oui, Florent Gessel. Je ne vous entends pas. Votre micro est fermé. Pardonnez-moi. Juste dire 3 mots sur ces propositions de règlement qui ont été présentées par la Commission avant Noël. Oui. Et pour dire qu'il y a quelque chose d'assez positif justement dans ces textes qui parlent, qui imposent l'interopérabilité. Ce que j'en retiens surtout, c'est que l'on trouve dans le Digital Services Act ce que nos amis américains appelleraient une sorte de due process pour tout ce qui relève des activités de modération, c'est-à-dire des garanties procédurales, le fait que la plateforme sera tenue de vous donner ses raisons lorsqu'elle prend une décision de modération qui vous concerne et qu'elle sera tenue de vous accorder la possibilité de contester, voire de vous adresser à un tiers neutre qui sera chargé de régler le litige. Et donc, il me semble que ces choses-là vont dans la bonne direction parce que les règles du jeu, et en tout cas on l'espère, parce qu'il y a aussi un principe de transparence qui va s'imposer, les règles du jeu seront quand même, on l'espère, beaucoup plus claires pour tout le monde. Merci. Donc, il me reste à vous remercier tous les 4 d'avoir pris le temps de cette discussion très, très dense, très riche. Merci aux techniciens de ZIN-TV, merci à vous, spectateurs. N'hésitez pas à venir faire un tour sur la page YouTube du Festival Liberté pour retrouver nos autres débats. Concernant ce débat-ci, vous pouvez être sûr qu'on continuera à traiter cette question de la liberté et de la sécurité d'expression. On va se quitter en musique avec Pilote et le titre d'Aga. C'est un choix délibérément instrumental que j'ai voulu faire, parce que liberté d'expression, c'est aussi une liberté artistique et musicale. Et quoi de mieux que d'écouter des instruments communiquer entre eux, surtout quand, tel que Pilote le pratique, c'est avec de l'expérimentation, de l'improvisation, et donc une forme de liberté d'expression contrôlée pour aboutir à des formes musicales plus expérimentales, plutôt intéressantes et instrumentales.
Et donc, voilà, je vous remercie chaleureusement et à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci à vous.